En tant que sceptique, il est important de parfois se retourner. Revenir sur ses anciennes vidéos, revoir ce qu'on avait dit, se demander est-ce que j'étais complète, est-ce que je pourrais apporter quelque chose en plus, ou encore est-ce que je me suis trompée. Il y a quelques années, j'avais publié une vidéo sur le complotisme, c'était ma première vidéo, en l'abordant sous l'angle social, comment les croyances circulent, se partagent et façonnent les communautés. Mais je me suis dit qu'il manquait une pièce au puzzle. Parce que si le complotisme est évidemment un phénomène social, il prend aussi racine dans la façon dont nos cerveaux fonctionnent, avec leurs forces et leurs faiblesses. Parce que lorsqu'on parle de croyances, les choses ne sont jamais simples. Je m'appelle Pascal Wagner-Egger et je fais de la psychologie sociale, de la recherche, de l'enseignement en psychologie sociale à l'université de Fribourg en Suisse. Et dans ce cadre-là, je fais des recherches sur les croyances en général, le raisonnement, le racisme, sexisme, mais principalement les croyances aux théories du complot, parce qu'il y a plus de choses à faire, c'est plus nouveau, c'est plus récent. Aussi un peu les croyances paranormales, ésotériques et autres. Voilà, tout ce qui touche aux croyances m'intéresse. Bon, la psychologie sociale, c'est quoi exactement? En gros, c'est la science qui essaie de comprendre comment nos pensées, nos émotions et nos comportements changent sous l'influence des autres. Et quand je dis l'influence des autres, ce n'est pas juste les gens qui sont physiquement autour de nous. Ça peut être une présence imaginaire. Par exemple, quand vous vous dites, si je poste ça sur Insta, qu'est-ce que mes potes vont penser? Ou une présence implicite, comme les règles sociales qu'on a tous et toutes intégrées. Par exemple, on ne parle pas trop fort dans une bibliothèque, même si personne ne nous a rien dit. Ce qui est cool, c'est que la psychologie sociale ne se contente pas de faire des grandes théories. Elle s'appuie sur une méthode scientifique. Les chercheurs font des expériences, observent les comportements dans des situations réelles, passent des questionnaires et parfois utilisent même des techniques comme l'imagerie cérébrale pour voir ce qui se passe dans notre cerveau quand on interagit avec les autres. Alors nous, on fait des études en fait principalement quantitatives, donc surtout par questionnaire. Donc c'est la méthode principale et corrélationnelle, donc c'est pas toujours causalité. Mais on a aussi des recherches un peu plus expérimentales où on cherche à instiller certaines croyances et ensuite on regarde quel effet ça a. Donc il y a aussi un peu de recherche causale et expérimentale. Et voilà, on cherche à savoir pourquoi les gens croient ou pas aux théories du complot et qui croit plus ou moins. Donc c'est un petit peu ça notre but. Déjà, mettons-nous bien d'accord. Il faut différencier complot et théorie du complot, car les complots existent. Des Panama Papers au Council of Tobacco Research, ces complots étaient bien réels. Ils ont été révélés par des enquêtes et des preuves solides, et ont été mis à jour par des personnes qu'on nomme aujourd'hui des lanceurs ou lanceuses d'alerte. Les théories du complot, à l'inverse, sont des tentatives pour expliquer des événements réels par l'idée d'une machination orchestrée par des individus puissants, sans pour autant avoir de preuves réelles de ce complot. Le conspirationnisme constitue alors un mode erroné d'interprétation du sens de l'histoire. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur pourquoi les gens adhèrent aux théories du complot? Si c'est pas uniquement Ouais, social. alors sur l'aspect, alors c'est pas que les gens sont stupides, mais on a quand même trouvé dans les études, hein, justement des études répétées qui montrent ces corrélations. Alors corrélation, on peut toujours imaginer qu'il y a un troisième facteur qui explique la corrélation, donc c'est pas sûr que ce soit une cause, mais il y a énormément de recherches maintenant, des dizaines, qui nous montrent quand même qu'il y a une espèce de dimension un peu irrationnelle quand même derrière les croyances aux théories du complot. C'est-à-dire que c'est plutôt des gens un peu irrationnels d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une liste de biais cognitifs qui sont liés aux croyances aux théories du complot. Et on aurait pu trouver l'inverse, hein, on aurait pu trouver que les complotistes ont plus d'esprit critique. Par exemple, il y a une étude de mes collègues en France, Anthony Lantian et collègues, puisque les complotistes se disent, nous, on est critiques, hein, on a plus d'esprit critique que les autres, parce que les autres, c'est des moutons. Et eux, ils ont pris une tâche d'esprit critique, hein, c'est un texte, on doit lister les arguments, c'est vraiment un truc assez qualitatif. On peut juger l'esprit critique, si on veut, de la personne. Et ils ont trouvé que, contrairement à ce que pensent les complotistes, plus les gens croyaient à des théories du complot et moins ils avaient d'esprit critique. Et ça, il y a plein d'études justement sur toutes sortes de biais cognitifs qui montrent que les gens qui croient à des théories du complot
ont plus de biais cognitifs et ont plus ce mode de pensée intuitif, hein, ce fameux système 1, ou moins ce système 2, pensée analytique, qu'on trouve aussi dans beaucoup de recherches. Et ça indique non pas de la stupidité, mais quand même une certaine naïveté, une certaine irrationalité. Donc il y a ce facteur-là. C'est vrai que les sociologues, des fois, veulent dire non, non, il n'y a pas ça dans le complotisme, mais on le voit, hein, même sur les réseaux sociaux. Pendant la pandémie, moi, j'ai vu des gens qui font des erreurs de raisonnement et ça les mène au complotisme. Donc, il ne faut pas exclure ça. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a tout un aspect social et politique on va voir après, mais il y a cet aspect cognitif qu'il ne faut pas non plus éluder. Oui, alors, système 1, système 2, ça ne vous parle peut-être pas. C'est en fait une théorie définie par le psychologue Daniel Kahneman et qui explique qu'on a deux grands modes de pensée. Le système 1, c'est notre pilote automatique. Il est rapide, intuitif, émotionnel. C'est lui qui nous fait reconnaître instantanément qu'un visage est en colère, qui nous fait freiner sans réfléchir quand une voiture déboule devant nous, ou encore qui nous fait sentir qu'une situation est bizarre, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Le problème, c'est qu'il est aussi bourré de biais. Il adore tirer des conclusions avec 3 fois rien. Par exemple, si je vous dis « après la pluie, on voit un arc-en-ciel », et que le lendemain vous voyez un arc-en-ciel sans avoir remarqué de pluie, votre cerveau système 1 peut inventer une histoire genre « ah, ça veut dire que l'arc-en-ciel est causé par quelque chose d'autre, peut-être une machine secrète du gouvernement ». Bref, il aime les histoires simples et cohérentes, même quand il n'y a pas assez de preuves. À l'inverse, le système 2, c'est la partie de nous qui réfléchit vraiment. C'est lui qu'on mobilise quand on fait un calcul compliqué, genre 17 fois 64, qui analyse un argument logique et qui vérifie si une explication tient debout. C'est lui aussi qui nous aide à nous dire « Attends, cette vidéo TikTok qui explique que la Terre est plate, ça a peut-être l'air convaincant, mais est-ce que c'est vraiment cohérent avec tout ce qu'on sait ?» Mais voilà, le système 2, il est lent et fainéant. Il consomme beaucoup d'énergie. Donc il ne se met pas en marche pour chaque petite décision. Et heureusement d'ailleurs, sinon notre vie serait un enfer. En réalité, les deux systèmes fonctionnent en permanence. Le système 1 balance des intuitions, des impressions, et si le système 2 ne dit rien, on y croit. C'est exactement là qu'il suffit d'une étincelle pour que le feu prenne et que les théories du complot se faufilent. Face à un événement exceptionnel comme l'assassinat de JFK ou encore l'attentat du 11 septembre, ou plus récemment la pandémie de Covid, c'est le système 1 qui prend largement le dessus. Il veut une explication immédiate. Et si l'explication officielle est compliquée, technique ou incertaine, le cerveau est tenté par des histoires plus simples et séduisantes. Par exemple, des gens tu les as entendus, quand quelqu'un meurt après être vacciné, voilà, ils confondent la coïncidence et la causalité, ils vont dire c'est le vaccin qui a tué, hein. Alors que voilà, ils faisaient pas ça et avec le Covid, ils faisaient l'inverse. Quand quelqu'un mourait le Covid, ils disaient ah oui, mais il est pas mort du Covid, il est mort avec le Covid. Donc ils avaient le biais inverse quand il fallait dire que la mortalité était plus faible qu'attendu. Et là, ils ont ce biais-là. Donc ça, c'est quand même une erreur de raisonnement parce que c'est possible, hein, que ce soit vrai, mais c'est un biais cognitif. C'est possible que ce soit vrai qu'il soit mort du vaccin, mais il faut plus de preuves. Voilà, et donc, on a quelques biais cognitifs comme ceux-là. On a le saut vers la conclusion. Plus les gens croient aux théories du complot, plus ils forment des conclusions trop rapides à partir de l'évidence disponible sur des tâches probabilistes. On a le biais de confirmation. Alors, tout le monde a un biais de confirmation, mais les complotistes ont un peu plus que les autres dans certaines recherches. Il y a le biais d'intentionnalité, la tendance à avoir des intentions de type humain un peu partout, comme pour la religion. On trouve, c'est lié aux théories du complot. À la place de l'accident de Diana, on va voir des intentions humaines là derrière, les services secrets, etc. Et il y a le biais de corrélation illusoire, hein, c'est le fait de prendre des coïncidences pour des causalités. Eh bien, ça, c'est aussi un biais lié aux croyances aux théories du complot. Donc, on a vraiment... cette dimension psychologique, hein, un peu irrationnelle, il y a aussi les croyances à tout ce qui est ésotérique et paranormal. Donc, les croyances à l'astrologie, tout ça, c'est très lié aux croyances conspirationnistes. Donc, on a une espèce de, quand même, un mode de pensée un petit peu de croire des choses un peu non vérifiées, parce que les complots, c'est ça aussi. Peut-être qu'ils sont vrais, mais là, il y a plus de chances de penser qu'ils sont faux, parce qu'il y en a pas partout non plus. Et donc, il y a une espèce de naïveté, le fait qu'on croit facilement à des choses qui n'existent pas forcément. Grâce aux théories du complot, les tenants ont l'impression de constituer une grille où le chaos des événements semble trouver une explication. La rhétorique conspirationniste propose d'expliquer la marche universelle du monde au travers d'une succession de complots supposés de la part de dirigeants occultes. Rien n'arrive par hasard. Petit complot, grande conspiration, tout est lié.
il y a pas mal de recherches sur les aspects de personnalité qui montrent certains types de personnalités qui sont plus sensibles aux théories du complot. Et c'est une dimension des dimensions qui sont pas très positives, c'est-à-dire c'est une paranoïa légère, mais paranoïa comme tout le monde peut la vivre. Si on passe dans la rue et qu'il y a un petit groupe de personnes qui se met à rire au moment où on passe, tout le monde, on va tous savoir en tête, est-ce qu'ils sont en train de se moquer de moi? Donc ça, les gens qui ont le plus ce genre de pensée, qui pensent que les autres leur en veulent, etc., ils ont tendance à croire aussi plus aux théories du complot. C'est pas la même chose, parce que la paranoïa, c'est dirigé contre soi, c'est les autres qui nous en veulent. Mais évidemment, si les autres vous en veulent, bah, pourquoi pas le gouvernement et pourquoi pas les entreprises, etc., les gauchistes, etc. Donc voilà, c'est un petit peu lié quand même à une paranoïa, à certains traits de personnalité, un peu d'anxiété. Par exemple, ça, c'est aussi l'anxiété renforce les théories du complot et les théories du complot renforcent l'anxiété parce que ça, c'est pas très rassurant de penser que votre propre gouvernement complote contre la population. Par exemple, vaccine les gens en sachant que le vaccin est dangereux. C'est pas rassurant. Donc, on a quand même des traits un petit peu négatifs ou alors des traits plus positifs en psychologie, plutôt vers le narcissisme et le besoin d'unicité, comme on l'appelle. C'est-à-dire, ça fait du bien de croire aux théories du complot, parce que vous avez la vérité, comme dans toute secte, on a la vérité, et les autres, les moutons, ils sont dans l'obscurité, ils savent pas. Donc nous, on connaît, on a la connaissance, et ça fait du bien, et on remarque que c'est des gens, il y a des corrélations avec une estime de soi un peu négative, et le besoin d'unicité, ça nous fait du bien d'être unique, d'être différent des autres, un peu de narcissisme, et ça peut concourir aux théories du complot. Donc il y a un peu des traits de personnalité légèrement négatifs qui sont quand même liés à ces croyances, parce que les croyances sont c'est quand même un monde assez négatif qu'on n'a pas dans les croyances religieuses. Dans les croyances religieuses, on a un aspect plus positif de se dire on n'est pas seul au monde. Voilà, tandis que dans le complotisme, c'est quand même toujours des intentions malveillantes. C'est des groupes qui complotent et partout. Donc il y a quand même une vision du monde assez négative qui est liée apparemment avec une personnalité un petit peu, voilà, un petit peu anxieuse dans ce genre de choses. La rhétorique conspirationniste flatte les tenants. Car en se donnant le rôle de lanceur d'alerte, le conspirationniste se dit qu'il ne croit pas tout ce qu'on lui dit. Il voit la vérité cachée, là où les autres ne sont que des moutons. Et en révélant ses découvertes, il rend service à la collectivité. C'est important de souligner cette dimension un peu cognitive, irrationnelle, parce qu'elle existe d'abord, et parce qu'il y a aussi des gens qui nous disent sur le complotisme, plutôt un peu des sociologues, des fois très à gauche, qui nous disent qu'il n'y a pas de facteur psychologique, c'est pas une affaire de cognitif ou de biais, et alors que si, en tout cas les études semblent le montrer. Et c'est important de le dire parce que ça veut dire aussi que travailler sur les biais cognitifs, travailler sur cet aspect peut aider voilà, les gens à lutter contre l'attrait du conspirationnisme. Donc, c'est pas la C'est pas panacée. que cognitif, mais c'est pas Voilà. que Oui, social. voilà, exactement. C'est ça. C'est Incroyable, un problème complexe a une réponse complexe et une Ouais, explication ça paraît- complexe. Voilà, c'est ça, ça paraît évident, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on entend toujours tout le temps les gens dire: ah, mais non, c'est pas le complotisme, c'est pas ça, mais c'est ça. Et il faut toujours se méfier un peu de ces discours parce qu'en fait, quand on teste les choses, on s'aperçoit que c'est un peu, il y a différentes sortes de complotisme. Et alors, dans les facteurs sociaux, on a fait beaucoup de recherches et les corrélations sont même plus élevées que dans les facteurs psychologiques, mais ça se comprend aussi que c'est que quand on mesure des théories du complot, on parle souvent du gouvernement, des entreprises, etc. Et quand on parle des facteurs sociaux et politiques, on demande quelle est votre opinion, par exemple, des politiques. Et donc, c'est pas étonnant quelque part que ce soit plus lié au complotisme parce que c'est plus proche aussi. Mm. Donc, dans l'aspect social et politique, on a une première dimension que j'appelle un peu sociopolitique, mais qui est verticale. C'est-à-dire que c'est plutôt les gens en bas de l'échelle sociale qui accusent les gens du haut, les élites. Et parce qu'on trouve dans plein d'études, alors là, il y a vraiment des chiffres, c'est des dizaines de milliers de personnes dans des dizaines de pays différents. Et on constate quand même que c'est des corrélations, donc c'est des tendances statistiques, c'est plutôt des gens avec un niveau d'éducation ou un statut socio-économique plus faible, plus de précarité, plus d'exclusion sociale, d'appartenance à des minorités discriminées et aussi plus d'inégalités sociales. Donc, quand on voit plus dans des pays où il y a plus d'inégalités sociales, il y a aussi plus de complotisme. Il y a plusieurs recherches qui montrent ça. Donc, il y a vraiment cette dimension. C'est assez logique quelque part parce que le complotisme, on peut voir ça comme un discours de revanche des gens
un peu tu vois, précarisés, disons, par le système, par la société. Et il y a un discours de revanche parce qu'on accuse les élites, finalement, de ça. Ce qui est en partie vrai, hein, c'est que c'est vrai que les élites, elles vivent bien et les gens plus précarisés, bah, ils vivent moins bien. Donc après, ça ne veut pas dire que c'est le fruit d'un complot du gouvernement, mais il y a bien sûr, voilà, hein, on comprend que c'est un discours irrationnel quelque part de revanche. On va accuser les élites d'être des pédophiles satanistes. Et ça nous donne un peu un sentiment de revanche contre ces gens-là qui, effectivement, partagent pas tellement leur richesse. La méfiance à l'égard du discours officiel provient en réalité d'une méfiance plus globale envers les institutions. D'une part, les tenants des théories du complot soupçonnent les gouvernements de contrôler certaines informations. Et d'autre part, ils rejettent le monopole de la science en tant que système de croyance. Par ailleurs, comme la production de résultats scientifiques se repose en grande partie sur les institutions, la méfiance s'étend nécessairement aux organismes en charge des recherches. C'est notamment le cas de la NASA qui est accusée d'avoir fabriqué de faux clichés par les complotistes qui nient les voyages vers la Lune. Ce récit alternatif circule alors via les canaux d'information informels, souvent les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, qui sont tenus pour vrais car indépendants des médias traditionnels. Les médias officiels étant également considérés comme soumis aux pressions politiques et à l'argent. Cependant, il ne faudrait pas oublier que ces fameux médias officiels ne sont pas non plus innocents dans la diffusion des rumeurs et ou théories du complot. En outre, dans leur quête permanente du scoop, les journalistes oublient parfois les précautions élémentaires de l'enquête et relayent des informations fausses, comme ce fut le cas du Nouvel Obs en septembre 2012. Donc là, on parle de distinction sociale entre d'un côté, en gros, il y aurait les gens précarisés, de l'autre côté, il y aurait les riches puissants. Mais du coup, Mhm. c'est souvent une dichotomie qu'on voit à gauche, où on dit il y a d'un côté le peuple et de l'autre côté les élites qui nous gouvernent et qui nous écrasent. Mais pourtant, dans le complotisme, c'est pas forcément le peuple de gauche, etc., qui veut renverser le pouvoir capitaliste. En fait, c'est plus Mhm. c'est dans les extrêmes, mais il va falloir que tu nous expliques ça. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence, justement, parce qu'on dit toujours le complotisme, c'est les extrêmes, que tous les Mhm. extrêmes, ils se valent, c'est tout pareil. Est-ce que tu peux nous Alors, expliquer ça? Alors ouais, dans les études, hein, on a bah, évidemment, on a mis aussi la position politique gauche-droite, et puis aussi pas seulement l'autopositionnement, parce qu'on demande aux gens est-ce que vous êtes plutôt extrême gauche, gauche, droite, et on peut aussi demander aux gens pour qui vous avez voté, donc c'est pour Mélenchon ou Marine Le Pen ou Macron, et on constate dans beaucoup d'études qu'il y a un peu plus de complotisme aux extrêmes politiques, donc extrême gauche et extrême droite et toujours plus à l'extrême droite. Il y a une espèce de U qui penche à droite tout le temps, hein, donc, parce que traditionnellement, en sciences politiques aussi, c'est dans les milieux d'extrême droite qu'il y a un très fort conspirationnisme. Parce que moi, ce que j'avais vu, quand j'avais fait bah, moi, c'était de la recherche documentaire. Je suis pas Mhm. spécialiste, mais quand on regardait en sciences politiques, on remarque quand même que, lorsqu'on va dans le complotisme, en particulier vers l'extrême droite, les théories visent pas les mêmes personnes. On Mhm. voit que beaucoup, ce sont des Oui. groupes qu'on marginalise. Bon, on a les Oui. théories du complot anti-juifs, en particulier, qui sont, les plus communes, mais, il va y avoir aujourd'hui des théories anti-musulmans, des théories Mhm. anti-LGBT. Je pense, à tous les complots, le complot trans, qui viserait à rendre tous nos enfants trans. Typiquement, c'est une théorie du complot qui est d'extrême droite. Est-ce Mhm. qu'il y a un équivalent gauche-droite à ce niveau-là? Parce que, pour le coup, Oui, c'est c'est pas vrai que voilà, ouais, ouais, les études dont je parle ont mesuré le complotisme avec ce qu'on appelle des mesures génériques, c'est-à-dire c'est par exemple le gouvernement surveille étroitement tous les citoyens. Et là on voit qu'il y a une part de vrai hein, dans le complotisme aussi. Ce qu'il faut dire, à part ces facteurs psychologiques et sociaux, bah, il y a aussi ce qui alimente le complotisme, c'est aussi les vrais complots, mais on pourra peut-être en parler après, hein, les vraies affaires. Donc par exemple le gouvernement surveille les citoyens, bah, c'est en partie vrai, mais c'est seulement en partie vrai. Et quand on dit étroitement, ben voilà, non, on n'a pas de preuve que le gouvernement surveille étroitement tous les citoyens. Il surveille étroitement peut-être certains hein, qui sont à risque de terrorisme ou de radicalisation, mais voilà. Donc là, on pose des questions comme ça et les gens qui disent oui, le gouvernement surveille étroitement tous les citoyens, bah, c'est un peu c'est du complotisme, c'est-à-dire c'est exagérer quelque chose d'un peu vrai. Et quand on prend ce genre de mesures, c'est là qu'on a extrême gauche et extrême droite. Mais tu as raison, hein, après, si on prend les cibles, on fait des fois la différence entre deux sous-groupes de théorie du complot, celles qui accusent le gouvernement. Et celles-là, elles peuvent être à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, parce qu'on va accuser le gouvernement bah, de mondialisation, hein, de libéralisme à outrance. Mais par contre, celles qui accusent les minorités, comme tu disais, juives, LGBT, là, c'est vraiment l'extrême droite.
Pour fonctionner, les mythes politiques, les récits complotistes, doivent désigner des boucs émissaires. Ceux-ci n'existent que par la volonté des leaders conspirationnistes. Qu'il s'agisse des juifs ou des francs-maçons, des personnes LGBT ou des personnes musulmanes, ils suscitent à la fois crainte et fascination. Ce mythe complotiste entretient alors une rhétorique prônant l'idée d'une identité homogène propre à un groupe devant faire face à des personnes extérieures. C'est nous contre eux. Pour qualifier ce phénomène, on parle d'effet Winston-Prava, comme je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo. Pour les chercheurs, la cohésion sociale se construit grâce à l'instauration de normes communes renforcées par le contrôle social. Ainsi, on parvient à créer un nous. Les nouveaux et nouvelles arrivantes non modelées par ces normes sont alors considérées comme des personnes étrangères, et sont donc laissées en marge de cette société homogène. Dans le cas de Winston Prava, c'est justement par la diffusion de rumeurs, de potins, de mythes, que les dominants viennent à ternir l'image des nouveaux venus. Le conspirationnisme circule alors comme un réflexe de repli sur soi communautaire, un mécanisme de défense et de défiance contre la société et ses institutions officielles. Que eux se trouvent être juifs, migrants, noirs ou encore francs-maçons, reptiliens, illuminati, cette rhétorique est loin d'être inoffensive. Elle peut même tuer. Car si elle nous rassure dans notre appartenance à un groupe social, par ailleurs, elle légitime des actions violentes et des persécutions à l'encontre des boucs émissaires. Pour moi, la définition d'une théorie du complot, c'est une accusation de complot. Déjà, c'est pas juste une théorie ou une explication alternative. C'est on accuse des gens de choses très graves, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent avec les théories du complot. C'est pas juste. Des fois, les complotistes me disaient, mais c'est une hypothèse alternative. On est des scientifiques. Vous avez l'hypothèse A, nous, on a l'hypothèse B, et chacun peut tester son hypothèse, ce qui serait vrai. Sauf que bah, la version officielle, c'est toujours moins accusatoire que la théorie du complot, hein. On va dire Macron, c'est un pédophile sataniste. Donc, c'est pas juste une hypothèse alternative. C'est quelque chose de gravissime. Peut-être c'est vrai, mais alors il faut un haut niveau de preuve pour affirmer ça. On a parlé de complot et de niveau de preuve. Moi, je vais te Mhm. lancer sur les lanceurs d'alerte, du coup. Quelle est la Mhm. différence entre un complotiste et un lanceur d'alerte? Alors, je définis les théories du complot comme des accusations de complot sans preuve suffisante, c'est-à-dire que bah, d'abord c'est des accusations, c'est pas juste des théories alternatives, et sans preuve suffisante parce que toutes les théories du complot en fait reposent sur ce qu'on appelle les données erratiques, c'est-à-dire c'est des apparentes anomalies de la version officielle. C'est bizarre parce que le drapeau sur la mission Apollo semble flotter alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. C'est bizarre la façon dont les tours le 11 septembre s'effondrent. Et ça pourrait être des complots, mais en fait, ça peut aussi ne pas en être. Et donc, ce n'est pas des bonnes preuves, hein, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue scientifique, ce n'est pas des preuves suffisantes parce qu'on ne peut pas aller devant un tribunal en disant, voilà, j'ai la preuve que c'était un complot. Et c'est ça le problème, le drame du complotisme, c'est que, en fait, même les théories du complot les plus plausibles, qui soient comme Kennedy, l'assassinat de Kennedy, comme la Terre plate, les plus folles, reposent sur cette même méthode, c'est-à-dire à partir de données erratiques. Hein, chez Kennedy, il y a la balle magique qui aurait fait un parcours sinueux vu les blessures des deux personnes qui ont été touchées par une des balles, Kennedy et le chauffeur, je crois. Et en fait, selon si on remet les corps dans une position dans laquelle ils pouvaient très bien être, il y a la balle est droite. Donc, les complotistes utilisent la même chose, c'est des données erratiques, des trucs apparemment bizarres dans la version officielle qui sont peut-être le signe d'un complot, mais qui peuvent être aussi expliqués par autre chose. Et donc, ça, c'est ce qui différencie avec les vrais complots. Et les vrais complots, ce n'est pas des données erratiques. On ne pourra jamais aller devant un tribunal et prouver un vrai complot avec des données erratiques. On croit sans preuve suffisante. Et ça devient, on peut facilement se radicaliser là-dedans parce que justement, ça devient même logique de croire aux autres phénomènes qui se renforcent les uns les autres. Et on arrive dans voilà, le complotisme absolu où quelqu'un croit à tout. Et effectivement, les platistes, on a remarqué qu'ils croient à tous les autres complots. Par contre, ceux qui croient au complot Kennedy, ils sont plus rationnels, hein, dans le sens où moins irrationnels parce qu'ils ne croient pas aux autres complots forcément. Il y a une part de gens qui croient que aux complots les plus plausibles comme Kennedy ou Big Pharma. Big Pharma, c'est un peu plausible parce que dans le sens où il y a eu des affaires pharmaceutiques, hein, le Mediator et ce genre de trucs. Mais de nouveau, c'est un raisonnement qui est irrationnel de dire parce qu'il y a eu des affaires pharmaceutiques, des tricheries et tout, il y en a une ici chez Pfizer. Non, on ne peut pas le savoir parce que Pfizer a fait aussi des médicaments, heureusement, qui marchent et qui ne sont pas des fraudes. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est enquêter sur ce que sort Pfizer. Et s'il y a des problèmes, bien sûr, et là, Pfizer va essayer de mettre les problèmes sous le tapis, mais ce sera des lanceurs d'alerte, des lanceuses d'alerte, ce sera des vrais enquêteurs, des vrais contre-pouvoirs. Le complotisme, c'est une espèce de contre-pouvoir d'opérette, hein, qui ne sert pas à grand-chose à part à dénigrer toute forme d'institution et ça pose un problème, un danger à la démocratie, hein. Il y a aussi dans les recherches sur le complotisme, on a aussi toute une liste de quels sont les dangers des croyances complotistes. Ce n'est pas des croyances anodines et c'est pour ça qu'on lutte un peu contre elles.
en critiquant cette mauvaise critique sociale, on valorise la vraie. Alors, il faut aussi le dire, hein, c'est ce que tu dis toi avec les lanceurs et les lanceuses d'alerte. Il faut dire qu'il y a des vrais complots et qu'il y a une vraie façon d'enquêter, il y a une façon rationnelle de voir, de prouver des complots. Et ça, justement, ça améliore la critique sociale. Ça, c'est la bonne critique sociale. Les journalistes d'investigation, eux, ils sont utiles. Les vrais contre-pouvoirs, hein, sont vraiment utiles. Donc, voilà, on n'est pas du tout en train de tuer dans l'œuf toute critique sociale. Au contraire, on l'améliore un peu en disant aux gens, mais trouvez des preuves, enquêtez et arrêtez de croire à tout et n'importe quoi.